Naturel dans son bouquin à lui, Daniel Vaillant, il l'est complètement, il raconte son parcours, mais peut-être que j'ai l'esprit mal placé, mais vous pouvez pas m'empêcher de penser que c'est un bouquin de pré-campagne. Regardez, tout le monde en sort à gauche. Olivier Schramek, évidemment le directeur de cabinet de Jospin, Jean Glavany, Pierre Moscovici, Marie-Lise Lebranchu, vous préparez la campagne de votre pote. Hein. Écoutez, très franchement, je peux vous dire, la réponse est non. À qui vous voulez faire croire? Mais vous allez pas me croire, non, je suis sûr qu'ils vont me croire. Vous le croyez? Je ne mens jamais. Oui, mais... Bah non, non. Très franchement, il vous croit pas. Je vais vous dire, si je l'avais sorti avant les municipales, parce que j'aurais pu être prêt, on aurait dit que c'était pour que Delanoë gagne la mairie de Paris. Oui, mais si vous les sortez après les présidentielles, par exemple, comme ça, plus personne ne vous emmerde. Mais je vais en refaire un autre. Pour le coup, c'est quand même mieux de le sortir maintenant. Si non, mais c'est pas ça. Vous avez mon éditeur, et on devait le sortir au mois de juin, finalement il est au mois de septembre. D'ailleurs, il est daté, parce que je l'ai terminé, du mois de juillet. Vous regarderez. Et oui, il y a la préface Lionel Jospin a fait la préface cet été à l'île de Ré. Absolument. Exactement. Alors, en tout cas, il tombe bien, ce livre, un moment où vous êtes assez contesté, monsieur le ministre, et en vous invitant, on ne pensait pas que vous le seriez autant cette semaine. La presse qui sort sur lui est assassine. On va un peu récapituler tout ça. On vous a suivi mercredi, et vous avez un petit côté Loana. Je vous jure, il a un côté Loana. C'est vrai. Il dédicace son bouquin à tout le monde. Vous n'avez pas des caisses, là, pour le public? On vous donne les pièges. Ah non, les pièges jaunes, c'est pour David. Les pièges jaunes. Ça, c'est pour David et Madame la Présidente de la République. Non, c'est pour les enfants dans les Mais hôpitaux. pour les donner aux enfants dans les hôpitaux. Alors, regardez Daniel Vaillant, sa journée de boulot, parce que c'est un vrai travailleur, il commence tôt, il termine tard, et en même temps, comme le Hana, il dédicace ses bouquins. Anne-Elisabeth Lemoine. Au programme de ce mercredi 7 novembre, une réunion de cabinet, un conseil des ministres, un débat au Sénat sur la Corse. En résumé, un gros cartable pour Daniel Vaillant. On vous décrit toujours avec votre gros cartable. Écoutez, franchement... Franchement, on exagère parce qu'en ce moment, entre deux dossiers chauds, le ministre garde toujours un peu de temps pour un combat plus personnel. Il s'agit du fameux livre que j'ai eu le plaisir de vous dédicacer individuellement. Une première dédicace de son livre, une autobiographie, aux 22 conseillers de son cabinet. Une deuxième qui ne va pas tarder à toute l'équipe des chauffeurs. Ah, il faut, Christian, le bouquin. J'aimerais en dédicacer un à chaque membre de l'équipe, de votre équipe. Et j'ai pas... Vous pouvez me faire la liste avec les noms. L'histoire ne dit pas si dans son cartable, Daniel Vaillant emportait un exemplaire pour le dédicacer au président de la République. Toujours est-il que le ministre en gardait quelques-uns pour les offrir à des journalistes de la presse régionale qui avaient ce jour-là le droit de poser toutes les questions et si possible une en particulier. D'abord le livre quand même, parce que j'ai quand même envie de répondre éventuellement à des questions que vous me poseriez. Daniel Vaillant est un homme fier et heureux de voir que sa vie ressemble presque à un roman. Le roman d'un fils de mécano, d'un enfant du 18e arrondissement de Paris, d'un militant PS de l'ombre qui est élu maire en 95 jusqu'à devenir ministre en 97. Autant de souvenirs que Daniel Vaillant collectionne tel un enfant émerveillé. Premier conseil. C'était très sympa cette photo. Allez. Donc, regardez, je suis là, regardez. Depuis, Daniel Vaillant a arrêté de fumer, il a pris une quinzaine de kilos et changé de ministère. Mais tous ses souvenirs l'ont suivi avec une place de choix pour Lionel Jospin. C'est une photo, il y en a plein, hein. Si je les retrouvais, ça ferait des milliers. Lionel et Daniel, c'est près de 30 ans d'amitié avec Bertrand Delanoë et Claude Estier. Ils formaient la bande des 4 du 18e. Vaillant, toujours dans le rôle de l'indéfectible supporter de Jospin, prêt à tous les sacrifices. Vous avez raison, il s'est sacrifié pour Lionel Jospin à plusieurs reprises. La première fois, c'est quand il a cédé à Lionel Jospin en 1981 sa propre circonscription dans le 18e. Un disciple, un inconditionnel, le poulbeau de Jospin, son pivot, son airbag. Daniel Vaillant a bien du mal à exister sans son Premier ministre. Certains affirment qu'il manque de charisme, qu'il a le verbe terne, qu'il est un orateur parfois laborieux. Je tiens à vous dire que vous n'avez pas le monopole de la République. Il ne suffit pas de l'affirmer pour que cela soit vrai. Et la seule fois où il n'a pas pu avoir Jospin au téléphone avant de parler, il a dit une connerie sur la Corse. J'ai donc demandé à ma collègue de la justice de créer au sein de l'établissement de Borgo un centre de détention. C'était il y a 15 jours une déclaration qui met le feu aux poudres. Le gouvernement est accusé de céder une fois de plus aux revendications des nationalistes corses. Lionel Jospin est obligé de faire machine arrière, de rectifier le tir et de voler au secours de son ministre en difficulté. Je remercie le ministre de l'Intérieur
du travail qu'il accomplit sur la Corse. Malgré le soutien de Lionel Jospin, Daniel Vaillant perd des points. Affaibli par les sénateurs qui viennent de désosser son projet de loi sur la Corse, contesté au sein même de son ministère par des policiers qui regrettent que Daniel Vaillant ne soit pas l'homme de la situation face à la recrudescence de l'insécurité. Certains vont même jusqu'à réclamer sa démission. Si le ministre de l'Intérieur n'est pas capable de s'occuper de sa police, eh bien il peut encore s'occuper du 18e arrondissement. C'est un homme qui, de toute évidence, a sur les épaules un poids qui l'écrase. Il est quoi, ministre de quoi, là? De l'Intérieur. Ah non, je pense pas. Je pense que vous faites une erreur. Il y a une erreur de casting. C'est vrai. Philippe de Villiers, c'est formule choc. On lui laisse, hein. Erreur de casting, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que la presse cette semaine n'a pas été tant de match, qui est généralement plutôt... Par rapport à De Villiers, je veux vous dire, il sait que je suis ministre de l'Intérieur quand il m'a demandé une protection au moment où il avait des problèmes avec M. Pasqua. Lui, moi, je me rappelle. Là, il vous a appelé. En tout cas, donc, la presse n'a pas été tendre. Match, Vaillant le défaillant. Le point, Vaillant le maillon faible. Marianne, Vaillant, haut le pauvre. Libé, le cancre de l'intérieur. Ou bien il faut sauver le soldat Vaillant. On vous reproche donc de ne pas être à la hauteur de votre tâche. Est-ce que tout ça vous atteint? Vous trouvez pas que c'est un peu trop? Non, mais est-ce que vous, ça vous atteint? Je sais pas, parce qu'à un moment donné, on se dit aussi peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je le disais à David Douillet, si ça devait nous atteindre quand il y a campagne de presse ou quand on veut cibler sur tel ou tel, très franchement, il faudrait mieux faire autre chose. Un ministre de l'Intérieur, ça doit être solide, d'une part, et ça doit se dire, je travaille pour une cause, en priorité la sécurité, et c'est une tâche ingrate. Mais vous savez aussi avez comment dit ça maillon se passe. faible. Voilà, le maillon. Vous savez comment ça se passe aussi Mais vous savez mieux que moi à la politique. Le maillon faible. Bah ouais, les autres ministres à un moment donné font. Vous êtes maillon faible. Au revoir. Correct, Daniel. On essaie peut-être d'éliminer celui qu'on trouve le plus dangereux. Est-ce que ça serait le cas? Ça arrive aussi dans l'émission Le maillon faible. Oui, ça arrive aussi. Ça serait le cas chez vous? C'est souvent moi. Mais est-ce que ça serait le cas chez vous au gouvernement? Aujourd'hui, vous êtes peut-être trop dangereux pour les autres, on essaie de vous éliminer, c'est ça que ça sous-entend? Il n'y a pas de danger d'une part. Deuxièmement, quand je lis ici ou là que mes amis me lâcheraient, d'abord, s'ils me lâchent, ce ne sont pas mes amis. Ce n'est pas la conception que j'ai de l'amitié et de la loyauté. Et puis vous verrez partout, dans tous les articles, à aucun moment on ne cite quelqu'un, c'est toujours anonyme. Ça, c'est sûr. Alors, mais vous avez vu ce qui est arrivé à Claude Allègre, c'était pourtant l'ami de Lionel Jospin et un ami de longue date. Et à un moment donné, simplement... Mais ça le reste, un ami. Et ça le reste, mais vous avez peut-être à un moment donné, simplement, et peut-être pour des mauvaises raisons, parce que les raisons, on n'y est pas encore et je ne les connais pas vraiment, simplement, médiatiquement, c'est tellement fort qu'il faut bien faire, vous êtes le maillon faible, au revoir Claude, et donc vous êtes le maillon faible, peut-être au revoir Daniel, parce que vous allez peut-être l'entraîner dans votre chute, hein, non? Je vais vous dire quelque chose. Je réfléchissais avant de venir ici. Je sais que c'est une émission où on rit, mais en même temps, j'avais pas envie de rire pour des raisons que vous le savez, évidentes. Mais depuis 1 an que je suis ministre de l'Intérieur, je voudrais pouvoir soutenir la comparaison avec mes prédécesseurs. Chevènement? Tous. Je mets au défi de trouver un ministre de l'Intérieur qui, depuis Pierre Joxe, ait obtenu autant pour la police, et on le verra. Alors comment vous expliquez que la police, vous avez vu, on n'a pas... Ils sont pas vos amis policiers... Mais mettez-vous à la place des policiers. Ils ont subi récemment des morts, des agressions. C'est déjà arrivé précédemment, Monsieur le Ministre. Il disait, on avait l'impression d'être plus considéré avec nos prédécesseurs. Pasqua, par exemple, il dit, on se sentait aimé, respecté. Lui, on le sent proche de nous et de nos préoccupations. Ça, c'est un article de Paris Match. Excusez-moi, je fais de la pub, mais ça n'a pas l'ombre d'un doute. J'ai passé ma matinée, une partie de l'après-midi, avec des policiers sur le terrain à Auxerre. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai pas ressenti ça du tout, parce que moi, j'aime dialoguer, écouter et essayer de trouver des solutions. Et la manif de demain, Monsieur le Ministre, vous avez bien l'impression quand même que vous êtes mis en cause, non? Il y a déjà eu d'autres manifs, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi vous. Je veux dire, est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez, Marc-Olivier Vogel, que le problème qui s'est passé à Saint-Ouen avant-hier... Vous en êtes le responsable? Voilà, ou c'est le problème de la personnalité du ministre de l'Intérieur? Oui, moi j'ai une théorie là-dessus, peut-être fausse, mais je l'ai trouvée dans votre bouquin, justement, où on apprend plein de choses et on comprend plein de choses. Parce que dans le bouquin, on a l'impression que vous êtes un type bien, ce que vous êtes certainement. Et moi, je pense que la clé de ça, elle est quand vous dites, je me suis fixé en arrivant à l'intérieur une règle, beaucoup travailler, peut m'exprimer et éviter les formules choc. Oui. Et bien peut-être que vos camarades dans la police, ils préfèrent des ministres qui terrorisent les terroristes et qui parlent des sauvageons. Les policiers eux-mêmes, les policiers sur le terrain, tous ces policiers qui travaillent à la sécurité des autres, parce que les policiers, il faut savoir, c'est des gens qui défendent le droit, la sécurité, donc la liberté. Ben, ils sont convaincus qu'il vaut mieux avoir un bon budget, avoir du matériel. Je me bats, moi, pour que les policiers
et on va le décider, et tous des gilets pare-balles. Mais pourquoi j'ai à le décider? Parce que ça n'avait pas été décidé avant. Oui, d'accord. Ah, mais alors pourquoi c'est vous qui êtes en cause? Moi, c'est ça qui m'intéresse là. Aujourd'hui, pourquoi les autres, ils n'ont pas été? Est-ce que parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas assez charismatique dans la police et que vous ne voulez pas être le premier flic de France, et c'est Navarro d'ailleurs le premier flic de France. La montée de la violence dans la société, dont les policiers sont les victimes, ils luttent contre la violence, et ils ont quelquefois, je crois, le sentiment, et je vais vous faire un aveu, un peu moi aussi, d'être un peu seuls dans ce combat contre la violence, contre le non-respect de la règle. Oui, mais ça, c'est un discours qu'on a entendu depuis des années, et tout d'un coup, ça se cristallise sur vous. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi ça se cristallise sur vous, à votre avis. Trop de gens ne prennent pas leurs responsabilités et renvoient tout sur la police, la justice. Qui? L'opinion elle-même, je vais vous dire. Ça, c'est un peu large. Eh bien, non, c'est pas large. La criminalité, la violence, d'où vient-elle? Dans la société. Il faut qu'on se pose, nous, cette question. Vous ne croyez pas que les problèmes de l'éducation des enfants, vous ne croyez pas que le non-respect des autres, y compris de leurs propres parents, monsieur est le ministre, un problème? Évidemment, mais sauf que ce problème-là, il existe pour tout le monde et tous les ministres de l'Intérieur depuis des années. Et Pasqua, il avait une cote d'enfer. Chevènement, il avait une cote d'enfer. Et vous n'avez pas la cote. Alors même si vous êtes trop intelligent pour ce ministère? Oh, écoutez, je ne crois pas que ce soit un problème d'intelligence, c'est un problème de volonté, de bon sens et de persuasion d'obtenir des moyens supplémentaires, de se faire comprendre. Là, vous venez de débloquer aujourd'hui, vous venez de débloquer 1 milliard de francs pour améliorer les conditions de travail de la police. Oui, c'est pas rien, ça. C'est pas rien, c'est énorme, je crois même que c'est historique. Oui. Mais pourquoi attendre, par exemple... Il faut remonter au plan Jox de 85. Alors, pourquoi attendre 7 morts quand même dans la police, une manif de demain pour le débloquer? Parce que là, il y a la pression et que vous êtes obligé de le faire? Parce que le budget de la nation, ça vient à l'Assemblée nationale traditionnellement au mois de novembre. Il faut préparer un budget. J'ai obtenu cet arbitrage du Premier ministre. Vous le dites, c'est un budget historique. Et si ça n'est pas suffisant, je suis prêt à redemander d'autres choses. Votre copain, le ministre des Finances, Laurent Fabius, il vous a pas aidé? Mon copain, c'est un ami. Quand vous parliez tout à l'heure du maillon faible, il était du genre à dire Daniel Vaillant, le maillon faible, pas voulez-vous donner cet argent? Non, je crois qu'on est dans un gouvernement, on a bien compris que la sécurité est une priorité, et on l'a vu dans les choix budgétaires qui sont faits. Mais par ailleurs, il n'y a pas que ça. Moi, je veux un plan stratégique pour la police. Ça, c'est nouveau. Je veux créer des emplois nouveaux dans la police parce que, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a pas suffisamment de policiers pour faire face excusez-moi, à mais la violence et à la délinquance. David, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, moi, j'aimerais comprendre, si vous avez toutes ces intentions-là, mais c'est pas les intentions, c'est les actes. Tous ces actes-là. Parce que les paroles, hein, vous savez, les paroles. On a connu M. Pasqua, il disait « Je vais terroriser les terroristes ». Quel résultat? Quel résultat? Alors ça suffit pas, les mots et des belles formules. Je vais mais il vous en faudrait pas un tout petit peu de formule? Mon ami Jean-Pierre Chevènement, pour qui j'ai beaucoup d'estime, il a dit les sauvageons. Il faut lutter contre les sauvageons. Mais ça suffit pas de dire ça. Mais c'est pourtant pas ce qui vous manque? Quelques formules avec le boulot qui va avec. Écoutez, s'il n'y a que trouver quelques formules engagez Ariane, elle est forte. Arranger la situation, je voudrais bien que ça suffise. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que beaucoup de gens se sont cassés les dents sur ce sujet. Ça n'est pas la seule police qui peut être la voiture balai dans la société. Ça, c'est sûr. Alors, dans le bouquin, on voit votre attachement à Lionel Jospin. On voit à quel point, pendant des années, puisque c'était la bande des quatre, Bertrand, Delanoë, Lionel Jospin et Estier et vous... Je revendique cette amitié, cette loyauté, cette fidélité. Est-ce que justement, aujourd'hui, peut-être pour de mauvaises raisons... Ce désintéressement entre nous. Ça se sent et ça se lit dans votre livre. Est-ce que, aujourd'hui, peut-être pour des mauvaises raisons que vous venez d'expliquer, vous n'avez quand même pas l'impression de lui nuire à votre copain Lionel Jospin? Écoutez, si j'avais moindrement l'impression de lui nuire, je ne veux jamais nuire au combat collectif. Donc vous démissionnerez si c'était le cas? Si c'était le cas, mais le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas dans ces termes. Nous sommes au gouvernement depuis maintenant plus de 4 ans. C'est une sorte de record qui est en train de se produire. Moi je veux simplement servir loyalement la cause, les convictions qui sont les miennes. Je veux rester fidèle à mes origines. C'est un peu ce parcours que j'ai voulu traduire dans ce Ça, on comprend bien, mais sauf qu'il vous reste maintenant... Là, vous regardez en arrière, mais il vous reste aussi maintenant 6 mois pour convaincre. Des résultats. Mais attendez, les élections, elles viendront. Moi, je veux Personne ne peut penser que vous en foutez des élections. Mais quand on est dans un ministère, on construit l'avenir. On n'est pas sans arrêt en train de penser à sa cote de popularité, à son problème personnel. David, vous avez... Non, mais j'arrête tout de suite, moi, je veux dire. Non, mais les autres vous forcent à y penser. Franchement, nous, citoyens, quelquefois, on a l'impression de ça. C'est pas une critique que je fais vis-à-vis de vous, mais quelquefois, on a vraiment l'impression que les décisions politiques qui sont prises, elles sont simplement électorales et pas pour le bon sens du pays. À gauche comme à droite. Ah oui, à gauche comme à droite. Eh bien, je sais que je trouve ça pitoyable. Parce que, très franchement, quand on voit les problèmes
auxquels nous sommes confrontés. Ça a été le chômage, c'est toujours le chômage, c'est l'insécurité, c'est quelque part l'insécurité, y compris dans le domaine de la vie de tous les jours. C'est la maladie, c'est des choses qu'on ne peut pas traiter. Vous ne pensez pas que ça mérite de temps en temps qu'on arrête de se voir le nombril, d'arrêter de penser à soi, sa cote de popularité, sa place dans les sondages, et de dire mais à quoi je sers? On sait bien qu'il y a un jeu politique. Est-ce que je suis utile? Et vous êtes utile aujourd'hui? Ah, je crois que je suis très utile pour obtenir des moyens supplémentaires, faire le boulot que je fais, 20 heures par jour. Et je pense qu'effectivement, c'est ça dont les policiers ont besoin, c'est ça dont la société a besoin, plutôt que des gens qui veulent se présenter uniquement à des élections et qui font des propositions. Mais vous êtes d'accord pour dire que vous êtes d'accord pour dire que peut-être vous êtes atypique, mais c'est quand même la grosse partie, la majeure partie de vos copains, ils sont dans atypique. Mais par exemple, faire des promesses qu'on ne tient pas, pour moi, c'est des escroqueries. Mais certains de vos copains disent que vous manquez un peu de confiance en vous. Vous en pensez quoi de ça? Bah, ça, écoutez, c'est leur jugement. Je ne sais pas quel copain il s'agit. Pas de bons copains. Mais vous savez, j'ai quand même beaucoup d'amis. J'en ai encore rencontré ce soir à Avalon, beaucoup d'amis. Qui ne me témoignent pas ce mépris dont vous parlez, parce qu'en réalité, moi j'ai confiance dans l'amitié, dans la loyauté, mais si on me demande de faire des choses auxquelles je ne crois pas, je ne les fais pas. Mais alors, il y en a un qui vous garde sa loyauté et son amitié, c'est Lionel Jospin. Est-ce que ça... Moi, j'ai entendu dire que dans le gouvernement, il y avait quelques jalousies, parce que même après l'épisode Corse, disons que c'était une maladresse, on va dire. En tout cas, personne n'a peut-être rien compris. Vous avez voulu dire un truc, mais alors personne n'a rien compris. Si je ne me suis pas bien fait comprendre, c'est sans doute que j'ai commis une erreur de forme. Mais je veux vous dire que ce que j'ai dit, que Marie-Lise Lebranchu, garde des Sceaux, m'avait dit, bien sûr, il faudrait un centre de détention. Mais c'était peut-être à elle de le dire, quoi, non? Peut-être. Mais non, sauf que la Corse est un dossier global que j'ai en charge. Et il faut aussi être courageux dans la vie. Et ne pas justement... Vous êtes fait taper sur les doigts après? Taper sur les doigts, regardez, non. David, regardez, non. Il n'y a pas de trace, en tout cas. Pas de trace. Quand j'étais petit, il arrivait que le maître d'école tapait avec la règle sur les doigts, ça faisait mal. Je ne suis pas du tout, d'ailleurs, pour les sanctions physiques, mais il y avait de la discipline, en tout cas, quand j'étais petit à l'école. J'aimerais bien que ça... On retrouve peut-être ce respect des autres, cette discipline. Je le redis parce que je crois que c'est le fil conducteur quand même qui nous manque aujourd'hui. En tout cas, on sent bien que vous êtes avec Lionel Jospin proche, puisqu'il vous soutient, il monte au créneau pour vous. Mais non, mais les autres ministres, de temps en temps, ils doivent vous envier sur le côté. Il fait quand même une gaffe. Regardez ce qui s'est passé avec Lippiette chez les Verts. Il fait une gaffe aussi sur la Corse. Attendez, arrêtez de me parler de gaffe. J'ai défendu le texte du processus de Matignon. À l'Assemblée nationale, il est passé. Je viens de le passer au Sénat. Normalement, je vous parle la majorité... de votre intervention en Corse d'il y a 15 jours. La majorité... Mais les sénateurs en ont très peu parlé, parce que tout le monde se rend bien compte qu'en réalité, il y a eu une exploitation. De temps en temps, je me dis, il y a une exploitation sur le continent, parce que beaucoup de gens sur le continent n'aiment pas la Corse. Ils veulent se servir de la Corse, mais ils ne veulent pas la servir. Et moi, je veux la servir pour aider la République à régler un problème. Si je peux y contribuer... Vous êtes d'accord pour dire que c'était maladroit, en tout cas, en termes de forme? Peut-être que votre truc, le problème, votre truc, c'est un manque de forme. Mais ce que j'ai dit n'a posé de problème à personne. Le problème, c'est qu'on a dit que j'avais proposé le regroupement des détenus, notamment des détenus nationalistes, mais c'est pas ce que j'ai dit. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, pour résumer tout ce qu'on vient de se dire là, votre problème, et là, peut-être que David peut vous donner des cours, parce qu'en com, il est super fort, c'est un problème de communication? En l'occurrence, j'aurais rien dit, j'aurais pas eu de problème de communication. Voilà, mais peut-être la communication, c'est de temps en temps rien dire. J'ai dit tout simplement ce que je pensais utile de dire. Ça a été manifestement mal compris, mal interprété, ou plus exactement détourné. Ça arrive dans la vie, excusez-moi de vous dire... Il y a plus grave. Il y a quand même nettement plus grave, et je préfère, depuis 1 an, faire le boulot que je fais, et j'ai bien l'intention de continuer, au service des convictions qui sont les miennes, mais au-delà. Parce que je vais vous dire, Marc-Olivier Fogiel, la sécurité, c'est ni de droite, ni de gauche. Bien sûr, ça c'est pour tout le monde. Mais alors moi, ce qui m'étonne justement sur la sécurité, même si c'est anecdotique, il paraît que vous êtes fait cambrioler chez vous dans le 18e, vous êtes fait gauler votre portable. Hein. Est-ce que j'ai vu un reportage sur M6 édifiant en bas de chez vous dans le 18e, ça deal de partout, à côté des... Mais... Enfin, ça devrait vous interpeller. Ça m'interpelle. Ça veut dire que j'habite le 18e déjà. Oui, vous habitez le 18e. Il n'y a pas beaucoup de ministres qui habitent à la Goutte d'Or. Non, mais je me dis, il faut peut-être balayer dans sa porte. Ça, je fais un élément quand même. Moi, je suis resté fidèle au parti. Non, mais certainement. Mais vous voulez, même si c'est anecdotique par rapport au problème, vous ne trouvez pas que ça fait bizarre? Pourquoi voudriez-vous que ces problèmes, tous les Français les subissent et que moi je ne les subirai pas? Je sais pas, parce que vous êtes aujourd'hui le ministre le mieux gardé. Alors je sais pas qu'on vienne... Je vais vous dire quelque chose. Mon portable... Ça la fout mal. Mon portable n'a pas été volé quand j'étais ministre de l'Intérieur. C'est pas vrai. L'appartement? C'est quand je mangeais dans un restaurant et que un type est venu me piquer mon portable sur la table du restaurant. Vous l'avez mis à pain? J'ai essayé, j'ai couru derrière, mais il allait plus vite que moi. Il a été arrêté.
Bien, première chose. L'appartement. Je ne suis pas sûr que David Douillet, d'ailleurs, aurait rattrapé le... Vous rigolez ou quoi? Lui, il est sûr. Ça, alors là, quand même, hein, il court vite hein, quand ils vous font ça. Non, mais vous rigolez, c'est un athlète. Ma voisine s'est fait cambrioler son appartement. Hélas, ça lui est arrivé, ça arrive à d'autres. Mais pourquoi ça n'arriverait pas dans l'immeuble du ministre de l'Intérieur? Parce que ça la fout mal, il n'y a pas des policiers devant. Certes, ça la fout, mais il y a des policiers devant. Et si c'est quelqu'un de l'immeuble? Ah, c'est quelqu'un d'immeuble. Si De Villiers habite chez vous? De Villiers habite dans le 18e aussi? Je croyais qu'il était en Vendée, lui. Et dans votre immeuble, est-ce qu'il ne peut pas y avoir potentiellement... Vous savez que moi, j'ai pas 2 policiers en bas de chez moi. Non, mais... Si vous m'en prêtez 2, je les mets en bas de chez moi, mais... Vous l'accepterez? Ah, bah, avec plaisir, ouais. Oh, vous ne risquez rien. Vous êtes populaire. J'habite ici, moi. Vous savez, je travaille ici, j'habite ici. Et vous vivez aussi tout le temps, ouais. Vous avez ma fiche ERG, vous savez, non? Non, pas de fiche. Pas de fiche. Je suis en rupture par rapport peut-être à un passé. Est-ce qu'on est fiché? Mais bien sûr. Tout le monde. Tout le monde est fiché? Tout le monde. Écoutez, j'espère que non. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu de fiche me concernant. Vous savez que... Ah non, vous savez que il paraît que chaque ministre de l'Intérieur, quand il arrivait place Beauvau, il demandait sa fiche. Bien, et on ne lui filait jamais. Moi, je ne l'ai pas demandé. Et vous ne l'a pas filé non plus. Je crois que, honnêtement, ça a changé, heureusement. Ce ministère est aussi... Donnez-moi ma vieille fiche, c'est pas grave. Moi, je me contente de ma vieille fiche, alors. Les RG. Il ne peut rien faire sans fiche. Mais attendez. Il est trop jeune. Il est trop jeune. Il ne peut pas être fiché. Vous savez tout ce qu'il y a à dire sur lui. Il y a juste une question que je me posais, monsieur le ministre. Une seule, oui, c'est la seule que vous posez dans l'émission, c'est maintenant. C'est la seule que je vais laisser poser. Je voulais savoir si ce poste de ministre était une étape avant d'aller plus loin, parce que c'est quand même étonnant. Mitterrand, Chirac, Pasqua, Chevènement, ils sont tous passés au ministère de l'Intérieur. Il y en a d'autres. Tous des présidents où ils sont présidentiables. Alors est-ce que c'est... Non, vous savez, je vais vous dire, moi j'ai toujours... Là, je vous le dis très sérieusement, je n'ai jamais rien construit. Il n'y a pas d'ambition. Dans votre livre, il y a l'ambition. C'est important d'être ambitieux. C'est un des principes. Attendez, le président de la République, on aime ou on n'aime pas être président de la République. Je ne dis pas que j'ai pas d'ambition. Honnêtement, être parti de technicien biologiste boulevard Barbès et être au ministère de l'Intérieur, c'est peut-être aussi une des qualités que j'ai dans le dispositif gouvernemental. J'ai pas fait l'ENA, c'est vrai, c'est un gros défaut. Voilà, vous pensez que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il y a une cabale contre vous, parce que vous n'êtes pas du sérail? Mais je pense qu'on n'aime pas bien les gens qui sortent du rang, sortir du sérail, qui se font eux-mêmes, qui ont des convictions, qui sont loyaux et fidèles. Je crois qu'il y a aussi cette part un peu de, je dirais, d'ostracisme à l'égard de gens qui sortent... Une espèce de caste qui se lie un petit peu contre les gens. Ça peut arriver dans la société, ça. On dérange un peu. Alors là, dans le bouquin... C'est justement un exemple. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin, de dire on peut aussi être né de parents ouvriers, on peut avoir fait des études modestes de biologiste, de technicien biologiste, d'avoir des convictions, de travailler au service des autres, d'être reconnu, d'être élu. Ça a été le cas dans le 18e, y compris la dernière fois, face à Philippe Seguin. 61%, c'est pas si mal. Et puis, de travailler honnêtement et, excusez-moi de vous dire, de faire avancer les choses. Voilà, alors l'ambition, j'en ai plein. Mais donc justement, pour le après... plan de carrière. Pas de plan de carrière, mais pour le après, on termine là-dessus. Là, dans le bouquin... qui en font des plans de carrière. Nous, avec Ariane, je peux vous dire qu'on en a un des plans de carrière. Là, dans le bouquin, il y a votre parcours avec Lionel Jospin pour le après. Pardon, David, vous vouliez dire un truc? Oui, un truc. Non, mais est-ce que quand on a votre stature, votre position, est-ce qu'on a des rêves toujours? Est-ce qu'on rêve à quelque chose? Ça m'arrive la nuit. Non, je dors. Non, mais on ne parle pas de cela, monsieur Vaillant. Oui, mais je taquine, c'est normal. Non, quel bout de rêve, la vie est quand même faite de beaucoup de réalités difficiles, notamment dans la responsabilité qui est la mienne. Donc je ne suis pas dans l'incantation, dans le rêve. Je ne dis pas pourvu que j'ai de la chance, pourvu que... Non, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de but ultime... C'est très rationnel qui vous tire vers l'avant. C'est ça dont je parle. Alors je vais vous dire, je ne rêve pas, mais je souhaite de tout mon cœur que les échéances de 2002 soient favorables, disons, aux idées qui sont les miennes. C'est vrai, sans être sectaire. Vous avez un rêve, David, c'est quoi pour terminer là-dessus? Vous avez un rêve, votre rêve à vous? Vous parlez, si vous posez cette question à Daniel Vaillant, c'est que ça vous concerne aussi. C'est quoi votre but ultime? Vous avez été champion 1 milliard de fois. Voyager dans l'espace. Voilà, j'ai un rêve de petit bout de chou, c'est d'aller dans l'espace. Aller dans l'espace, ah ouais, c'est pas mal comme rêve. On termine vraiment là-dessus, Daniel Vaillant. Votre copain de 30 ans... C'est vrai, non, mais c'est la raison en plus. C'est pas léger. Voilà. Votre copain de 30 ans, quand est-ce qu'il va se présenter? Quand est-ce qu'il va dire qu'il est candidat? Est-ce que vous pensez que j'ai attendu l'émission ce soir pour faire un scoop? Mais non, mais ça fait un peu ridicule. On sait bien qu'il va être candidat. Vous le connaissez un petit peu quand même, Lionel Jospin. Alors pas du tout. Je ne sais pas s'il décidait d'être candidat ou s'il confirme qu'il l'est à un moment ou à un autre. Ce que je sais, c'est qu'il veut
vous savez, on est un peu fabriqué comme ça. Si on est amis, c'est pas non plus totalement un hasard de la vie. Alors ? C'est de respecter le contrat. Or, les électeurs, les Français ont décidé qu'ils devaient, en 97, gouverner le pays pendant 5 ans. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que le plus tard possible, il va le dire au dernier moment, le pays. Qu'est-ce qu'on dirait d'un Premier ministre aujourd'hui qui serait en campagne électorale alors ça serait peut-être plus clair, parce que là, on se dit quand est-ce qu'il va le dire, l'insécurité, le terrorisme, je crois que les gens ne le comprendraient pas. Honnêtement, les gens ne le comprendraient pas. Votre parcours avec... Monsieur. Juste, monsieur le ministre. J'ai pas de parti. Regardez tout ça. Tous les jours, j'en ai. Je n'ai pas de compliments à vous faire. Oh là, tout ça, Ariane. Ouais, j'ai pas de parti. Allez, je le fais passer au ministre. Vous allez bien lui en faire sauter quelques-unes. Et non, s'il fallait, je lui paierais. Alors payez-lui, payez-lui. Et on va accueillir Alexis Trégaro et ses mauvais points de la semaine. Alexis Trégaro, je vous présente. Chaque semaine, il distribue ses mauvais points et on commence. C'est vrai qu'il est costaud. Je vous avais pas vu en vrai. Voilà, c'est fait. Ça, on doit vous le faire tout le temps quand même. Oui, limite un peu exagéré. C'est chiant. Oui, c'est chiant. Hein. Super. Excusez-moi, j'ai vu qu'il avait un manteau là où on était ensemble. On se sert au même endroit. C'est vrai? Ouais. En fait, c'est pour Kaby, les grands, les gros, c'est ça? Les grands, les gros, non. Attention. Il y a des mots codes à pas dire. Faites gaffe à votre manteau. On va peut-être vous le piquer avec Daniel Vaillant. Il y a peut-être quelqu'un. Hop là, golé. Alexis. Avant de distribuer mes cartons rouges, une petite curiosité. Vous savez, vous allez former des couples peut-être, Marco. Ah oui? Catherine Jacob, qui était ici la semaine dernière, dans la presse, elle nous dit « Je cherche un homme qui a du répondant ». Ça tombe bien, une petite annonce dans l'IB cette semaine. Chez Fogiel, vu Catherine J, irradiante, téléspectateur ébloui, se rencontrer avec un numéro de téléphone. J'ai appelé, parce que Catherine, elle ne l'a pas appelé encore. Il s'appelle Tony, il est fonctionnaire, il a 33 ans, et il me dit, elle est décalée cette fille, elle est fan de Sheila. C'est ce qui... C'est ça, la petite annonce. Voilà, la petite annonce. Catherine, si vous pouvez l'appeler, ils se morfont. Je l'ai encore eu au téléphone aujourd'hui. Premier carton rouge pour vous, monsieur Daniel Vaillant. J'en profite, vous êtes là. Vous avez répondu, il a l'habitude. Vous avez répondu sur pas mal de choses déjà. Je vais vous donner l'occasion de répondre sur un autre aspect. Vous avez certainement entendu parler de ça, ça doit vous revenir. Une enquête faite par Autoplus sur les faiblesses du plan Vigipirate. Ils ont fait une enquête. Des journalistes ont pris des véhicules qu'ils ont faussement piégés. Ils les ont mis dans des endroits très stratégiques, très fréquentés. Ils les ont laissés stationner une demi-heure, 1 heure, pour voir si les forces de police allaient les contrôler, voire les déplacer. D'après les images qu'on nous a fournies, c'est pas fameux. On en voit 2-3 exemples. D'abord, devant la Tour Eiffel, on peut pas faire pire. La voiture est garée. Les policiers sont pas très loin, personne n'a bougé, pas de contrôle. Ils l'ont mis à côté d'un autre pilier. Là, c'est encore pire. Vous allez voir, c'est entouré par un petit rond. Il y a 2 agents de la force de l'ordre qui sont là. Personne ne s'occupe de cette voiture. Elle est restée là pendant longtemps. En plein milieu des halles, on ne peut pas faire plus fréquenter. Devant le commissariat, il est à 30 mètres derrière. Aucun contrôle. Dernier exemple, dans le tunnel sous la Manche, la voiture est rentrée avec sa fausse bombe dans le tunnel sous la Manche. Alors évidemment, c'est comme tout à l'heure quand vous disiez que vous n'y êtes pour rien. Évidemment que vous n'y êtes pour rien, mais il y a une solution à ça? Écoutez, la solution d'abord, je pense que... Moi, j'aime pas trop les enquêtes quand il n'y a pas les éléments de preuve. Puis c'est une manière de critiquer. C'est les images. C'est oui, les images. Oui. Vous savez, j'ai vu, moi, je ne vais pas prendre de temps, dans une autre revue, on m'affublait d'avoir, avec ma voiture, le 18 mars au soir, grillé des feux rouges. J'ai vérifié, c'était pas ma voiture parce qu'il n'y avait pas de gyrophare dessus. Vous l'avez volé. Et comme par hasard, la photo qui était prise de moi n'était pas avec le costume que j'avais ce jour-là. Alors ça, c'est des petits montages. Non, mais là, c'est des images. C'est une enquête. C'est une enquête. Ça prouve que c'est compliqué. Mais vous savez, les policiers, ils se décarcassent, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, j'aime pas trop qu'on les accuse un peu comme ça. En même temps, on voit ce genre de truc, mais pour avoir voyagé dans quelques pays où c'était très, très fliqué, c'est pas très agréable non plus à vivre. Ouais, on lui ferait le reproche inverse, on dirait que c'est trop sécuritaire. Alexis, vous terminez. Vous étiez là, comme ça vous avez pu répondre. Un petit carton rouge, je parle un peu de sport, David, puisque vous êtes là. À la Fédération française de football, impossible d'échapper à la polémique cette semaine du très controversé voyage des Bleus en Australie. Le voyage, ça s'est passé dans un 747, ça a coûté 6 millions de francs. Autrement dit, 120 000 francs par personne, là où un aller-retour coûte habituellement 6 000. Et alors? Mais derrière cette polémique-là, il y en a une autre. Allez-y, non, il est gonflant, allez-y. Ouais. C'est eux qui ont payé. C'est la Fédération de football qui a payé. Oui, mais la Fédération de football, c'est quoi? C'est un budget... Un budget quoi? Un budget quoi? Un budget quoi d'ailleurs, Alexis? Je vais vous répondre sur le ministère des Sports. Le ministère des Sports. La Fédération française de football. Ils gagnent de l'argent, ils ont des droits télé, ils gagnent de l'argent eux-mêmes, ils produisent une économie.
Toujours est-il que ça. Enfin, on se dit, c'est un match dont tout le monde se fout. Là, vous êtes 6 en train millions de dire francs. que ce sont les contribuables qui ont payé 6 millions de francs pour le voyage, c'est pas Non, vrai. je suis en train de dire qu'ils ont affrété un avion, que ça coûte 6 millions de francs pour faire un match en Australie amical dont tout le monde à peu près se fout. Ça coûte 120 000 francs par personne. Je trouve que c'est cher. Ouais. Mais ça n'engage que moi. Hein. Mais c'est pas nous qui avons payé. Bon voilà, Ils ont leur, d'accord. ils ont leur sous. Alors, cette polémique en cache. C'est important de le dire, parce que sinon après... Ouais, bon, je suis bien d'accord, mais mettez bien bourre-pif si vous plaît. Allez-y, un peu comment ça donne. Je voudrais juste comparer. Tout le temps, ouais. Tout le temps. Ok. Et donc c'était ça votre carton rouge? Juste pour dire qu'en fait, cette polémique en cache une autre qui pour moi est tout aussi édifiante, vous en avez peut-être entendu parler, c'est que depuis longtemps le corps arbitral en France réclame plus de moyens, plus d'arbitres, de la formation, des locaux, bref. Et la Fédé, elle a trouvé le moyen, elle s'est dit, chouette, on va mettre de la pub sur les maillots des arbitres. Ils vont être sponsorisés. Ils l'ont fait en rugby. Bon, bah ça vous choque? Oui, ça m'ennuie parce que c'est pas bien grave. Si un arbitre, c'est quoi sur un terrain? C'est la neutralité. Et donc maintenant ils vont être Si on vous propose de sponsorisés. mettre de la pub sur les policiers, qu'est-ce que vous dites? Oh, c'est les policiers avec le marqué police. Ça sera déjà pas mal. Et puis qu'on les agresse un peu moins souvent. Non, je plaisante. Merci Alexis. On va recevoir maintenant Bernard Lévillier. Vous aimez? Ah oui, moi j'aime bien tous les chanteurs. Ah oui, mais ça c'est les politiques. J'aime tout le monde, les politiques. Oui, j'aime beaucoup. Les chanteurs populaires et notamment cette chanson française. Ouais. Un vrai poète. Populaire. Moi, vous savez, ma jeunesse, ça a été Brassens, ça a été. Lui, c'est Léo Ferré.